Normalement, les entreprises sont déjà censées être préparées puisque DORA est en application depuis le 17 janvier 2025, mais c'est un processus en continu. Donc aujourd'hui, les entreprises ont accès à un de leurs gros chantiers sur la gouvernance, sur comment améliorer leur résilience par rapport à cette réglementation. On constate que la majorité des entreprises avec des capacités financières, puisque DORA s'applique plutôt à ce secteur d'activité, ont mis en place des analyses de résilience, des analyses d'impact si demain elles subissaient une attaque de grande envergure. Et l'un des chantiers primordiaux pour ces entreprises-là est d'aujourd'hui d'être capable de connaître leur surface d'exposition globale, quelles sont les communications qu'on va appeler end-to-end entre leurs différentes applications métiers et les applications les plus sensibles qui vont traiter de données bancaires. Voilà un petit peu où les entreprises en sont aujourd'hui. Encore une fois, c'est un cycle d'amélioration continue sur lesquels les entreprises continuent de se préparer, continuent à s'améliorer, ce qui va permettre de répondre à des exigences réglementaires et d'apporter une preuve qui, dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, tendent vers un niveau de sécurité plus optimal. Alors, pour qu'une entreprise soit résiliente by design, comme on dit, il faut qu'effectivement elle connaisse déjà tous les risques auxquels elle est confrontée. Les risques métiers, bien évidemment, ceux qui comptent pour la direction générale, et la façon de décliner ces risques métiers en risques technologiques, qui doivent être pris sous une approche, comme on dit, en trois dimensions, à la fois les gens, les personnes, à la fois les locaux, bien évidemment, et les données, qu'il s'agisse de données digitales ou de données papier. Une fois qu'on connaît, qu'on a identifié les risques métiers et donc les risques technologiques qui en découlent, on est capable d'établir une stratégie. Qui dit stratégie dit connaître l'état de la protection de l'entreprise, savoir vers quel objectif on veut aller et quel va être le chemin à parcourir pour y arriver. Ça nécessite de connaître évidemment les moyens dont on dispose et de s'assurer que ces moyens sont suffisants pour remplir la mission. Mais ce n'est pas le tout. Une fois qu'une entreprise connaît les risques, métiers et technologiques, une fois qu'elle a identifié une stratégie pour se protéger et améliorer encore son niveau de protection, il lui faut également s'entraîner à une gestion d'incidents, être capable de gérer une crise, être capable de vérifier le retour à la normale de la société et du système d'information, de s'assurer que l'attaquant, la menace ne sont plus présents au sein du système d'information et que on peut reprendre une activité normale. Alors oui, il y a clairement des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont mieux préparés que d'autres pour se protéger face aux cyberattaques. On constate, nous, chez Scovry, puisqu'on compare tous les secteurs d'activité, que le secteur de la finance, de l'investissement ou des nouvelles technologies est plutôt en haut de tableau et on va retrouver plutôt de l'autre côté le secteur de l'industrie ou du hardware, par exemple. Et ça s'explique de nombreuses façons. Il y a notamment la réglementation qui joue un rôle, il y a la culture historique du secteur d'activité qui joue également un rôle important. Mais aujourd'hui, quel que soit son secteur, toutes les entreprises savent qu'elles sont potentiellement attaquables et vulnérables et elles doivent donc mettre en œuvre le minimum d'hygiène de cybersécurité pour se protéger. Bah, parce qu'il était temps. Ça fait 40 ans que les éditeurs publient des correctifs sur leurs logiciels, qu'on publie des logiciels dans tous les sens, qu'on est passé d'un monde d'informatique ultra centralisé à un monde totalement décentralisé, qu'aujourd'hui on a des centaines de vulnérabilités qui sont publiées par an sur tous les plus grands logiciels et tous les plus grands utilitaires, et qu'on sait aujourd'hui que c'est une porte d'entrée très fréquemment utilisée par les attaquants. Donc ce n'est pas juste un sujet technique, c'est avant tout une question de gestion de risque. Et aujourd'hui, le risque est très très important lorsqu'on parle de vulnérabilité technique. On se rend compte que les entreprises commencent à évoluer sur le sujet. Aujourd'hui, la technique, on sait faire. Les équipes techniques sont bonnes, les DSI sont bonnes. Elles ont besoin d'être accompagnées lors d'une crise par des experts en matière notamment d'investigation numérique. Elles ont besoin d'être accompagnées, avoir du conseil pour ne pas se tirer une balle dans le pied en reconstruisant. Mais ça, c'est géré, ça, on sait faire.
Et aujourd'hui, la vraie demande des entreprises, c'est vis-à-vis du COMEX qu'elle se tourne. C'est comment on va gérer la crise lorsqu'elle a touché des partenaires, lorsqu'on a un risque juridique parce que potentiellement on a affecté les partenaires. Comment on gère les aspects internes de RH, par exemple. Est-ce que quand on a 3000 salariés qui ne peuvent pas venir travailler le lundi matin alors qu'on est le dimanche soir, comment on les prévient? Comment on fait? Est-ce que c'est un arrêt de travail? Est-ce que c'est des vacances? Donc il y a énormément de sujets liés à la crise d'origine cyber qui ne sont pas d'origine cyber. Et si en plus on met par-dessus une couche de lecture géopolitique, typiquement parce qu'on a des implantations à l'étranger, dans des pays où l'activité peut être plus difficile, où culturellement les liens peuvent être un peu plus difficiles, ça crée tout un tas de problèmes qui n'ont rien de technique, mais qui sont directement liés à la résilience et à la gestion de crise. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que 9 fois sur 10, lorsque je suis sollicité pour aider des entreprises, c'est essentiellement vis-à-vis du COMEX et pas seulement de la DSI.